Imagine que votre premier amour est tout ce dont vous avez rêvé, attentionné, courageux et tendre, mais aussi un élève de primaire qui parle comme un routier et se comporte comme s'il avait 5 ans. C'est à quel point cette histoire est étrange, mais maintenant nous allons tester si l'amour est plus fort que n'importe quelle adversité. Alors commençons avec nos jeunes. Kajo et Kaidu tombent amoureux au premier regard d'un garçon grand et séduisant. Quand elle lui demande son nom, il refuse de le lui dire, arguant non seulement qu'il ne doit pas partager son nom avec des inconnus, mais qu'il ressent une étrange vibration venant d'elle et, franchement, cela lui inspire beaucoup de méfiance. Alors il s'éloigne, laissant notre protagoniste le cœur brisé. Mais bon, nous prenons de l'avance, alors il vaut mieux revenir quelques heures en arrière. La protagoniste raconte qu'elle vient d'une famille immensément riche et à cause de cela, tout le monde autour d'elle a toujours été aimable avec elle. Et elle n'a jamais reçu une seule réprimande. Ce printemps, elle décide de changer de cap dans sa vie et commence à vivre seule pour la première fois. En arrivant aux appartements, Kazumi rencontre Kuta Shinohara, un lycéen qui vit également là-bas, mais la première impression est quelque peu curieuse, car Kajo interprète, sans aucune raison, que Kuta est le propriétaire de l'immeuble, pensant qu'il s'agit de l'un de ces jeunes millionnaires de l'informatique. Ainsi, ils se comportent tous deux avec une courtoisie exagérée jusqu'à ce qu'il lui explique qu'il n'est pas le propriétaire de l'immeuble, mais le fils du propriétaire. Plus tard, le déménagement commence et Kajo essaie d'aider à déplacer ses propres cartons, mais elle n'est pas capable de le faire en raison de sa petite stature et du fait qu'elle n'a jamais effectué ce type de travail, ce qui la fait trébucher et tout lui tombe des mains. Cela provoque le rire des employés qui lui disent de laisser cette tâche aux professionnels comme eux, ce qui la fait se sentir comme si elle gênait. Juste à ce moment-là, Kajo laisse tomber accidentellement une poupée Kokeshi. Quand elle se précipite pour la ramasser, elle ne remarque pas qu'un camion s'approche à toute vitesse. À cet instant, un jeune homme grand et séduisant apparaît et la sauve en la poussant hors du chemin. Ensuite, il la réprimande pour son imprudence. Kajo pense que ce garçon ne cherche que son argent ou la faveur de ses parents, mais il nie cette intention et affirme qu'il a seulement agi par bon sens. Cela lui fait une impression et elle commence à tomber amoureuse. Elle lui avoue ses sentiments, mais il la rejette sans dire son nom, ce qui nous ramène au début de notre histoire problématique. De retour au présent, dans les appartements Kazumi, Chiaki Yokushi, le senpai de Kuta au lycée, apparaît soudainement et remarque par son expression que Kajo est tombée amoureuse. Il discute avec Kuta et, peu après, Tsushinohara, un étudiant universitaire qui vit également dans le bâtiment, les rejoint. Kayo se lamente de ne pas revoir le garçon qui l'a sauvé, mais peu après, elle le voit entrer dans le bâtiment. Elle découvre qu'il vit aussi là. Comme ils ne sont plus des inconnus, le jeune homme finit par lui dire son nom, Kanade Takahashi. Elle rassemble son courage pour lui demander d'être son petit ami. Kanade accepte sans montrer de surprise, mais il lui conseille de bien réfléchir à sa décision avant de poursuivre la relation et qu'elle devrait sortir avec lui, le connaître en profondeur, puis décider. Pendant ce temps, nos trois personnages secondaires observent toute l'interaction et ne peuvent pas croire ce que voient leurs yeux. La nuit, la protagoniste ne peut pas dormir, car l'avertissement du protagoniste a laissé Kajo en pleine réflexion. Elle commence à penser à diverses possibilités. Peut-être que Kanade est marié, est gay, un extraterrestre ou même un travesti. Elle passe toute la nuit sans pouvoir dormir. Le lendemain matin, elle découvre la vérité. Malgré sa carrure physique, Kanade est un enfant de primaire. Kajo est complètement choquée. Il lui demande si cela change quelque chose entre eux, mais elle répond qu'elle veut toujours être sa petite amie. Merci. Alors il l'accepte comme tel, lui tapote la tête et part à l'école, tandis que notre protagoniste reste à recalculer. Mais Kanade n'est pas le seul enfant avec une apparence inhabituellement attrayante. Il y a aussi ses amis Jinjiro Sanomiya, surnommé Jin, et Tom Mukaneko, connu sous le nom de Tom. Tous deux ont l'apparence de mannequins de magazines féminins, bien que leur comportement soit typique de n'importe quel enfant de primaire. Et la protagoniste, comme le reste d'entre nous, se demande si c'est normal. De plus, Kajo. Elle se demande si cela fait d'elle une perverse ou même une criminelle. Plus tard, Chiaki lui explique que Kanade est seul depuis qu'il a perdu sa mère il y a quelques années. En effet, pendant la formation de l'école, nos trois enfants se démarquent comme un cône de signalisation au milieu des enfants normaux, mais de la même manière. Malgré leur taille, ils se comportent selon leur âge, avec des espiègleries et tous
Mais s'ils semblent étranges après les cours, Kajo rejoint Kanade et ses amis au parc. Au début, la scène ressemble à une après-midi de jeu ordinaire. Cependant, elle devient étrange lorsque les enfants commencent à répéter constamment un mot à contenu vulgaire pendant leur jeu de chat. Au début, Kajo ne semble pas comprendre, mais finit par saisir le sens. Plus tard, les enfants mentionnent un autre ami qu'ils considèrent comme le plus cool de tous, Kazuo Noguchi. Kajo s'attend à rencontrer un autre enfant grand et séduisant, mais elle se sent soulagée de voir que Kazuo a l'apparence d'un enfant tout à fait ordinaire. Elle se comporte de manière plus naturelle avec lui et cela pousse les autres à plaisanter en disant que Kazuo pourrait voler Kanade à Kajo. Cependant, en apprenant que Kajo et Kanade sortent ensemble, Kazuo réagit avec une expression de dégoût. Le jeu de chat continue, mais la situation s'aggrave lorsque Jin commence à se toucher ses parties intimes avant d'attraper les autres, assurant que sa main est contaminée. Il attrape Tom et Kanade puis essaie d'aller après Kajo. Avant qu'il ne parvienne à l'atteindre, Kanade intervient à nouveau pour la protéger. Il lui promet qu'il prendra toujours soin d'elle, car sa mère lui a appris qu'il doit protéger les filles qui sont en difficulté. Quand vient le moment de rentrer à la maison, Kazuo s'approche de Kajo et lui fait clairement comprendre qu'il n'approuve pas sa relation avec Kanade. Plus tard, les enfants se réunissent dans une salle après les cours. Kazuo dirige une session où il compte le nombre de fois qu'un mot qui ne devrait pas être mentionné a été dit. Bien que tous aient répété ce mot à de multiples reprises au cours de la journée, aucun d'eux ne semble l'avoir remarqué. Jin est en tête de la liste des contrevenants. Finalement, Kazuo perd patience et exige que tout le monde cesse de dire ce mot. Mais en le faisant, il finit également par s'ajouter une infraction de plus. Kajo continue de ressasser les paroles d'Akatsuo, se demandant s'il avait raison de remettre en question sa relation avec Kanade. La différence d'âge, ajoutée à l'immaturité constante qu'il observe en lui, une question qui commence à le déranger de plus en plus. Au milieu de cette confusion, il rencontre Shugo, le père de Kanade et propriétaire des appartements. Traitement. Kazumi avoue au cours de leur conversation que le Kanada est devenu quelque peu indiscipliné depuis. Mort de sa mère il y a 2 ans, c'est pourquoi il demande de le traiter avec patience, comme s'il était un frère cadet. Cette demande la déroute encore plus, car elle ne peut s'empêcher de se sentir coupable de la tournure qu'a pris son lien avec Kanade en devenant sa petite amie, ce qui n'est pas exactement ce que l'on attendrait d'une dynamique qui devrait être celle de frères et sœurs. Pendant le petit déjeuner, Kanade montre une fois de plus son comportement enfantin. Il se comporte comme un enfant agaçant qui veut de l'attention et des bonbons, ce qui génère une irritation constante, car il n'est pas très mature, ce qui nous fait réaliser que la série montre un adulte piégé dans le corps d'un enfant et il est difficile de ne pas s'arrêter pour réfléchir à l'étrangeté de la situation. Mais c'est la prémisse et il n'y a pas d'autre choix que de l'accepter. Lors de ce même petit déjeuner, Kajo rencontre Arashi Nagasawa, un autre des locataires. Bien qu'il soit en couple avec Jackie, il ne manque pas de louer la beauté de Kajo, créant une ambiance inconfortable. Chiaki, ferme et sans détour, le frappe en signe de désapprobation. Plus tard, alors que Yugo essaie d'expliquer à Kajo les règles de la maison, Taga prend les devants et propose de s'en charger lui-même. Kajo accepte et l'accompagne dans la visite du complexe. Pendant la promenade, Taga mentionne qu'il prévoit d'organiser une fête de bienvenue dans sa chambre et invite Kajo, qui accepte sans se douter de ce qui va suivre. Quelques heures plus tard, alors qu'elle sort les poubelles, Kajo rencontre à nouveau Shugo. La tension s'intensifie en imaginant ce qu'il penserait s'il découvrait qu'elle sort avec son fils. Au milieu de cette anxiété, Kanade apparaît et la serre dans ses bras avec une totale naturelle. Pour lui, il n'y a aucun problème à le faire, car selon ce que sa mère lui a appris, il peut embrasser sa petite amie quand il le souhaite. Cette attitude la déstabilise complètement. Parfois, Kanade agit avec une assurance qui semble être celle de quelqu'un de plus âgé, mais elle se rappelle ensuite qu'il est encore un enfant de primaire. Cette impression se renforce lorsque les amis de Kanade arrivent et l'invitent à jouer à la corde à sauter. Ils énumèrent fièrement les différents styles dans lesquels ils sont experts, du saut inversé autour avec double rebond, ce qui prend Kajo complètement par surprise. Tout semble être un chaos jusqu'à ce que Kazuo apparaisse, la regardant avec un regard perçant.
Kajo décide de se retirer avant de mettre quelqu'un d'autre mal à l'aise. De retour aux appartements, Arashi l'invite dans sa chambre et lui montre sa collection de figurines de Ren, un personnage moi dont il est fan. Il lui avoue qu'il aime les garçons efféminés, mais que Chiaki l'accepte tel qu'il est, ce qui le fait se sentir aimé. Ces mots résonnent en Kajo, qui commence à envisager qu'il devrait peut-être aussi apprendre à accepter Kanade sans le juger pour son âge ou son comportement. Bien qu'il lui demande si la différence d'âge entre lui et Chiaki n'est pas un problème, Arashi répond qu'il a 5 ans de plus que sa petite amie et que cela ne le préoccupe pas, car quand on est vraiment amoureux, l'âge n'a pas d'importance. Bien que la comparaison ne soit pas exactement équivalente, Kajo commence à accepter sa situation avec une nouvelle perspective. Plus tard dans le parc, Kajo rejoint le groupe d'enfants, mais se rend rapidement compte que la conversation tourne autour de leurs organes génitaux. Ils parlent en utilisant des euphémismes ridicules. Et Kanade est attristée parce que Kajo ne peut pas participer car elle n'en a pas. Elle commente même que, si elle en avait un de trop, elle le lui donnerait. Pour détendre l'atmosphère, Kajo répond qu'elle aimerait en avoir un, ce qui ne fait qu'empirer l'ambiance. L'inconfort grandit jusqu'à ce que tout le monde préfère changer de sujet. De retour aux appartements, Taga propose à Kanade de sortir chercher des coccinelles. Dès qu'il part, Taga profite de l'occasion et emmène Kajo dans sa chambre sous prétexte de préparer la fête, mais une fois là-bas, l'ambiance change complètement. Quand Kajo essaie de retourner dans sa chambre, Taga la coince contre le mur. Il lui dit qu'il sait qu'elle a été une enfant gâtée et protégée toute sa vie, et que sortir avec Kanade ne fait que confirmer son ingénuité. Il assure que des personnes comme elle lui inspirent du rejet. Ses mots sont cruels et directs, et Kajo ne peut s'empêcher de s'effondrer émotionnellement. Kanade revient à ce moment-là, saute du 2e étage et donne un coup de poing à Taga pour avoir fait pleurer sa petite amie. Il déclare que c'est son devoir de la protéger, comme sa mère le lui a appris. Puis, avec un geste tendre, il lui donne un coup sur le front, pour la réconforter. Pour elle, cet enfant qui semblait autrefois un monstre se présente maintenant comme quelqu'un d'admirable, quelqu'un en qui elle peut avoir confiance. Plus tard, tout le monde se réunit dans la salle de classe pour une nouvelle discussion après les cours. Le sujet de discussion cette fois est la virginité. Les enfants ne comprennent pas le concept, alors Taga le décrit comme une sorte de magie que l'on porte en soi. L'idée fascine les plus jeunes. Kuta, en revanche, dit que pour lui cela n'a aucune valeur et qu'il préférerait s'en débarrasser. Cela déclenche une discussion entre les enfants sur qui gardera sa virginité. Taga précise que tous les présents sont encore vierges, ce qui déclenche une célébration innocente et absurde. Arashi avoue également qu'il est vierge malgré le fait d'avoir une petite amie et réitère que, bien qu'il aime Chiaki, sa véritable attraction est pour les garçons efféminés. La conversation devient chaotique, mais dans ce chaos émerge une acceptation sincère entre tous. Chacun, avec ses particularités, trouve une place dans ce groupe aussi étrange qu'attachant. Kajo se prépare pour une nouvelle journée aux appartements Kazumi. En sortant, elle trouve Taga l'attendant dehors, mais décide de l'ignorer complètement. Taga, agacée par cet affront, la traite de malpolie, pour ne pas l'avoir saluée. Chiaki assiste à l'échange et commente que, si Taga se met dans un tel état à cause de l'indifférence de Kajo, c'est peut-être qu'il ressent quelque chose pour elle. Puis il suggère, avec un ton ironique, que Kajo est assez populaire parmi les garçons, même auprès de Kuta. Ce commentaire déstabilise le groupe et la tension monte lorsque Taga admet qu'il aime Kajo. Seulement pour se rétracter immédiatement et dire qu'il plaisante. Il affirme froidement que, s'il devait choisir, il préférerait Kanade à elle. Kajo est confuse par les paroles de Taga, mais elle n'a pas le temps de continuer à analyser ce qu'elle ressent. Kanade la surprend en lui proposant un rendez-vous. Aucun des deux n'a d'expérience en sortie romantique, mais Kajo suggère d'aller dans un endroit amusant. Kanade accepte et dit avoir l'endroit idéal. Elle imagine quelque chose de spécial, comme une promenade sur la plage, mais ce qu'elle trouve est un bac à sable dans un parc. Malgré la surprise initiale, Kajo se laisse emporter par l'enthousiasme de Kanade. Ensemble, ils construisent une grande montagne de sable. En creusant un tunnel, leurs mains se rencontrent par accident. Ce petit contact parvient à l'émouvoir. De loin, Chiaki observe la scène et commente que sa relation avec Arashi, bien que stable, semble moins proche. Dernièrement, il passe plus de temps à photographier des figurines de Ren qu'à partager des moments avec elle. Malgré tout, elle reconnaît qu'il est attirant, de bon caractère et que cela pourrait suffire.
C'est pourquoi elle comprend qu'il n'y a rien de mal à ce que Kanade et Kajo profitent de leur rendez-vous à leur manière. Plus tard, Arashi trouve Kanade et lui rappelle qu'il ne doit pas laisser sa petite amie seule pendant un rendez-vous. Kanade le prend au sérieux et décide d'emmener Kajo dans sa boutique de bonbons préférée. Là, il tombe sur Jean, Tom et Kazuo, qui les entraînent dans un jeu improvisé de dodgeball où la cible est les zones intimes. Kajo reste sur le côté, observant en silence pendant que les autres jouent. Kanade se souvient du conseil d'Arashi et arrête le jeu pour revenir auprès d'elle et continuer le rendez-vous comme il se doit. En marchant, Kajo ne peut s'empêcher de penser aux commentaires de Kazuo et Taga et commence à douter de leur relation. Kanade, remarquant son inquiétude, lui dit que les difficultés renforcent l'amour. Elle lui demande si cette phrase vient de sa mère, mais Kanade répond que c'est la sienne. Ensuite, ils partagent un pain à la brochette comme symbole de leur lien. Comme Kajo a du mal à marcher et à manger en même temps, Kanade lui donne le bonbon directement dans la bouche. Bien que le geste la gêne, elle le trouve aussi mignon. En revenant aux appartements, Kazumi, Kanade dit que le rendez-vous ne peut pas se terminer sans un baiser d'adieu. Kajo essaie de s'en sortir avec un baiser sur la joue, mais il insiste sur le fait que les vrais couples s'embrassent, sur les lèvres. Sans lui laisser le temps de réagir, il l'embrasse. Kajo est tellement surprise qu'elle ne peut pas prononcer un mot. En se retournant, elle voit Kuta les observer. Son expression mélange choc, tristesse et perplexité. Chiaki ne tarde pas à se moquer de Kuta, en commentant que sa bien-aimée vient d'embrasser un enfant de primaire. Kuta, blessé, essaie de lui répondre, mais Chiaki l'arrête fermement. Il lui dit que ce genre d'information est exactement ce qui l'intéresse le plus. Puis il lui soulève la frange et révèle qu'il a de beaux yeux, le laissant encore plus confus. Arashi, en revanche, est plus aimable. Il conseille à Kuta de parler avec sincérité et de dire à Kajo ce qu'il ressent. Kuta ne répond pas, mais il semble considérer la suggestion. Le lendemain, pendant le cours de classe, Kazuo essaie d'enseigner l'anglais aux plus jeunes, mais tout s'échoue lamentablement. Personne ne comprend ce qu'il essaie d'expliquer. Comme punition, Kazuo leur applique une pâte en forme d'excrément sur la tête. Bien que la situation soit absurde, tout le monde finit par rire. Cette nuit-là, Kajo ne peut pas dormir. Le souvenir du baiser avec Kanade la garde éveillée. Elle pense à tout ce qui s'est passé pendant la journée. Le rendez-vous improvisé, le jeu d'enfant, la tendresse inattendue et le baiser soudain. Bien qu'au début tout semblait fou, il y a quelque chose dans cette relation qui commence à avoir du sens pour elle. Malgré la différence d'âge, les commentaires des autres et la contradiction constante que représente Kanade, une partie d'elle commence à accepter ce qu'elle ressent. Kajo ne peut pas s'empêcher de penser au baiser qu'elle a partagé avec Kanade. Bien qu'il soit survenu de manière soudaine, son esprit n'arrive pas à le traiter complètement. Les émotions continuent de s'accumuler lorsque Kanade la serre par derrière. La proximité la prend complètement au dépourvu, et encore plus lorsqu'il lui murmure qu'il veut faire quelque chose en secret que son père ne doit pas découvrir. Son visage rougit immédiatement, imaginant toutes sortes de scénarios compromettants. Mais tout s'évanouit lorsqu'il précise qu'il veut simplement manger son algue préférée, rationnée par Shugo, à un seul paquet par personne. La scène perd tout son dramatisme et la laisse embarrassée face à une telle banalité. Peu après, Kazuo apparaît pour lui rendre visite. Il continue de soutenir que sa relation avec Kanade n'a aucun sens et lui demande ce qu'elle voit vraiment en lui. Il tente d'argumenter que le fait de l'avoir sauvé ne signifie rien, car Kanade ne pense jamais à ce qu'il fait et agit par impulsion. Selon Kazuo, cette impulsivité, ajoutée à son comportement enfantin, prouve qu'il n'est pas apte à avoir une relation sérieuse. Kajo reste sans voix face aux questions. Cependant, c'est Kanade lui-même qui répond. Il dit qu'il n'a pas besoin de comprendre exactement ce qu'il aime chez une personne pour l'apprécier. Aimer signifie aussi vouloir connaître quelqu'un davantage, même sans tout comprendre dès le début. Sa sincérité parvient à faire taire les critiques pour le moment. Déterminé à prouver à Kajo qu'il peut mieux la connaître, Kanade l'emmène dans sa chambre. Il lui demande de s'allonger sur son lit, ce qui provoque une nouvelle vague de nervosité chez elle. Elle pense qu'il pourrait s'agir d'une insinuation, mais il veut simplement lui montrer une feuille avec sa note parfaite en mathématiques. La tension se dissipe, jusqu'à ce que Shugo fasse irruption dans la chambre. Bien que Kajo craigne d'avoir mal interprété la scène, Shugo ne semble pas surpris par la proximité entre eux. Ce qui l'indigne, c'est de découvrir que Kanade cachait des examens où il avait obtenu de mauvaises notes.
Il propose immédiatement de lui trouver un tuteur. Face à cette idée, Kanade réagit avec une attitude absurde. Il commence à se mettre des cacahuètes dans le nez comme une façon ridicule d'éviter la situation, mais quand Kajo lui dit d'arrêter, il le fait sans hésiter. Ce détail n'échappe pas à Shugo, qui interprète que Kanade a suffisamment confiance en elle pour lui obéir. Alors, il suggère qu'elle soit celle qui l'aide avec ses études. Bien que la proposition soit logique, Kajo refuse d'assumer ce rôle. Plus tard, Kajo croise Taga. Son attitude distante la fait penser qu'il pourrait être le tuteur dont il parlait, mais son imagination lui joue des tours. Et elle commence à fantasmer sur des scènes symboliques et étranges, pleines de métaphores florales, où lui et Kanade se lient de manière intime. Heureusement, cette image disparaît lorsqu'elle découvre que le véritable tuteur est Mafuyu Hayashi, une lycéenne avec une silhouette remarquable. Dès le début, Mafuyu précise qu'elle n'est pas intéressée par Kanade, mais par quelqu'un de sa famille. Bientôt, un incident inattendu se produit. Des sous-vêtements disparaissent, et pas n'importe lesquels, mais ceux de Shugo. Alors que l'affaire est discutée avec une certaine légèreté, Kajo entend des bruits étranges provenant de la chambre de Mafuyu. En s'approchant, elle assiste à quelque chose de troublant. Mafuyu est en train d'aspirer les sous-vêtements de Shugo avec dévotion. En remarquant qu'elle a été découverte, son visage change complètement. Elle adopte une expression sinistre et commence à poursuivre Kajo dans toute la maison, comme si elle était une figure d'horreur sortie d'une légende japonaise. Kuta essaie d'intervenir, mais il est facilement neutralisé. Kajo parvient à se réfugier dans la salle de bain pendant quelques instants jusqu'à ce que la tête de Mafuyu se coince dans la fenêtre. La scène offre un répit, mais la poursuite reprend peu après. Dans une dernière tentative pour l'arrêter, Chiaki lance le vêtement volé que Mafuyu attrape et renifle, se calmant complètement. Avec la situation désormais sous contrôle, Mafuyu emmène Kajo dans sa chambre. Elle lui explique qu'il n'y a rien de mal à être attiré par le parfum de quelqu'un qu'on aime. Elle déclare que son désir est d'épouser Shugo. Kajo mentionne la grande différence d'âge, mais Mafuyu répond qu'elle n'a pas l'autorité pour juger, considérant qu'elle sort avec quelqu'un de plus jeune. Ensuite, elle lui rend le vêtement et lui fait promettre de ne rien dire de ce qu'elle a vu. En sortant, Kanade voit Kajo avec le vêtement de son père. Elle craint une mauvaise interprétation, mais il le prend avec une totale naturalité. Il lui dit qu'il le lui a donné parce qu'elle l'a demandé. Kanade lui raconte qu'il sait déjà que Mafuyu est amoureuse de son père et qu'il pense la soutenir si cela la rend heureuse. La sincérité et la simplicité avec lesquelles il le dit désarment complètement Kajo, qui ressent à nouveau un mélange de tendresse et de perplexité. Kanade la prend dans ses bras et l'emmène dans sa chambre. Kuta observe la scène de loin, inquiet. Pour lui, chaque fois que Kayo et Kanade sont ensemble, leur conversation et comportement génèrent plus de confusion que de clarté. Entre des étreintes inattendues, des mots déplacés et des situations qui frôlent l'absurde, la normalité semble de plus en plus lointaine. Kanade est en train de masser le dos de Kajo simplement parce qu'il la trouve fatiguée. Cependant, les sons qu'elle émet attirent l'attention de Kuta qui écoute derrière la porte et s'imagine d'autres choses jusqu'à ce que Chiaki le surprenne en train d'écouter et ouvre la porte pour clarifier la situation. Et ainsi, ils découvrent tous les deux qu'il s'agit simplement d'une innocente séance de massage. Malgré les massages, le protagoniste remarque que Kajo est toujours fatigué. Alors, pour l'aider à se détendre encore plus, ils décident d'aller ensemble à une maison de bain mixte où, pour une raison quelconque, tous les personnages secondaires s'y trouvent également. Donc, au lieu d'un moment tranquille, tout se transforme à nouveau en une succession de scènes chaotiques tandis que le protagoniste et ses amis tentent de contrôler ses enfants dans des corps d'adultes. Un peu frustrée, car elle voulait être seule avec son petit ami, elle s'inquiète du fait que Kanade n'est pas revenu du bain, car il joue avec ses amis, alors elle part à sa recherche. Cependant, en marchant, elle glisse sur un savon qui était par terre, et cette fois Kanade n'est pas là pour l'aider. Celui qui la rattrape juste à temps est Joji Takahashi, un jeune homme à l'apparence élégante et charismatique qui ne tarde pas à déclarer qu'il l'aime, et qu'il veut être son petit ami. Kanade, qui apparaît peu après, se dépêche de préciser qu'il est son partenaire actuel. Ce qui surprend tout le monde, c'est que Kanade et Yoji se connaissent d'avant. Ils sont cousins et ne se sont pas vus depuis des années. Pourtant, Yoji ne pense pas se rendre si facilement. Il insiste sur le fait que Kajo devrait quitter Kanade pour lui, affirmant qu'il est plus mature et mieux préparé pour une relation. Mais la différence d'âge est minime. À peine. 1 an les sépare et c'est juste un enfant qui va en 6e au lieu de 5e.
parce que je commence à soupçonner qu'il y a quelque chose dans l'eau de la ville car cela ne peut pas être normal. La discussion s'intensifie jusqu'à se transformer en une compétition enfantine dans l'eau, en un kibassin improvisé où les deux garçons luttent pour l'amour de Kajo. D'une manière ou d'une autre, au lieu de se disputer les casquettes, ils finissent par se retrouver avec le short de Kuta, ce qui provoque l'intervention du maître nageur qui réprimande tout le monde pour leur comportement inapproprié. Kanade profite du moment pour demander à Yoji pourquoi il est apparu si soudainement. Il se décrit comme un voyageur sans domicile, expulsé par sa propre mère après qu'elle ait jeté sa collection de cartes Pachimon. Immédiatement, Kanade et ses amis comprennent sa douleur et une connexion se crée entre eux, les unissant comme s'ils étaient des frères de cause. Cette union entre passionnés est aussi inattendue qu'absurde. Finalement, les protagonistes ont un moment seul dans l'une des salles de bain, qui est faite de café. Mais encore une fois, le moment intime est interrompu lorsque les amis de Kanade font irruption dans la salle de bain. Sur le chemin du retour, Joji mentionne qu'il a quelque chose d'important à dire à Kanade et à Kajo. Comme d'habitude, le reste du groupe se cache pour espionner la scène. Déjà dans le parc, Yuji sort une carte Pachimon extrêmement rare qu'il a gardée pendant des années. Il propose de la donner à Kanade en échange de Kajo. Avant qu'elle ne puisse réagir, Kanade refuse l'offre sans hésiter. Il affirme qu'une personne ne peut pas être échangée comme si c'était un objet, et cette réponse soulage le cœur de Kajo. Cependant, ce bonheur ne dure pas longtemps. Kanade suggère quelque chose qui change complètement la situation. Il propose que Yuji sorte également avec Kajo en même temps que lui. La confusion s'installe immédiatement. L'idée semble contradictoire et blesse profondément. Kajo se sent comme un objet, exactement ce que Kanade avait nié quelques instants auparavant. Il assure qu'il veut prendre en compte les sentiments de Yuji. Mais Kajo demande qu'en est-il des siens. Que ressent-il vraiment pour elle? Pourquoi l'aime-t-elle uniquement lui? À ce moment-là, Taga apparaît, qui intervient pour rappeler à Kanade qu'il l'a déjà frappé une fois pour avoir fait pleurer Kajo et qu'il est prêt à recommencer. Il considère que Kanade ne l'aime pas et c'est pourquoi il pense lui voler son cœur et la prend par les épaules comme s'il s'agissait effectivement d'un simple prix à gagner, ce qui ne plaît pas non plus à notre protagoniste. Bien que les deux garçons se disputent, Kajo exprime également son désaccord. Elle sait que Taga ne fait que provoquer une réaction et cette fois, elle ne tombera pas dans le piège. Taga reconnaît qu'elle a mûri et plaisante sur le fait qu'il est amusant de voir des garçons de primaire se battre pour elle. Malgré sa façade, la situation finit par être trop pour Kajo, qui s'éloigne en larmes. En courant, elle sent que ses mots n'atteignent plus Kanade. Elle est convaincue que tout le monde s'amuse à ses dépens et n'arrive pas à comprendre ce que pense réellement Kanade. Kanade croit naïvement que si elle dort simplement et se réveille le lendemain, les problèmes disparaîtront d'eux-mêmes. Convaincu de cela, il se dirige vers la salle à manger pour prendre son petit déjeuner comme si c'était un matin ordinaire. Mais en s'asseyant à table, il remarque que Kajo n'est pas présent. Ce petit détail attire son attention, bien qu'il ne comprenne pas encore complètement le poids de ses actions. Chiaki, le voyant si insouciant, lui donne un sermon bref mais ferme. Elle lui dit que s'il veut vraiment réparer sa relation avec Kajo, il doit commencer par comprendre le cœur d'une femme. Cependant, pour Kanade, merci. Tout continue de sembler être un malentendu mineur. Il est habitué à ce que, lorsqu'il se dispute avec ses amis, le lendemain, tout redevienne normal sans avoir besoin d'en parler. En classe, Yuji Fukaya, l'une des camarades de classe de notre protagoniste, laisse discrètement une lettre sur le bureau de Kanade, bien que ses amis lui disent que c'est inutile, car Kanade sort avec une fille du collège, montrant que les rumeurs se propagent à une vitesse incroyable. Sans se douter de son contenu, il l'ouvre et commence à la lire à voix haute, pensant qu'il s'agit d'un défi. C'est alors que quelqu'un lui précise que ce qu'il a entre les mains est une lettre d'amour, devant tout le monde. Il répond sans hésiter qu'il sort déjà avec quelqu'un, montrant clairement sa loyauté envers Kajo, malgré la distance qui les sépare à ce moment-là. Pendant ce temps, Kazuo préside le choix des activités pour le prochain festival sportif. Après un vote, la classe décide de jouer au dodgeball. Au milieu de l'enthousiasme, Kanade se moque de la petite taille de Kazuo, provoquant la réaction de toutes les filles qui se rassemblent pour le défendre. Cependant, Kazuo ne se laisse pas perturber, ni ne répond avec agressivité. Sa maturité, en laissant passer le commentaire sans s'énerver, lui vaut encore plus d'admiration parmi les élèves. Pour elle, Kazuo est un modèle de calme et d'élégance. Aux yeux des autres, il ne commet pas d'erreur et devient rapidement l'élève le plus populaire de la classe.
Plus tard, Joji réapparaît pour défier Kanade pour l'amour de Kajo. Bien que la forme du duel ne soit pas tout à fait claire, la compétition se déroule à travers des éléments inhabituels, une flûte à bec, un boulier et une raquette de tennis. Ce qui commence comme une confrontation absurde finit par se transformer en une conversation sincère entre garçons. Ils parlent de la difficulté de comprendre les femmes, partageant le sentiment d'être constamment perdus face à leurs émotions. Arashi, en les voyant dans cet état de confusion, leur offre son aide particulière. Il propose qu'ils se déguisent en filles pour essayer de mieux les comprendre. Mieux, plus qu'un conseil utile, l'idée semble provenir de son propre fétiche. Kuta finit par être impliqué dans cette étrange dynamique et sa transformation s'avère être la plus convaincante. Son apparence est la plus féminine du groupe, ce qui provoque à la fois surprise et malaise. Kuta, cependant, ne l'apprécie pas du tout. Il leur fait savoir que ce qui peut être un jeu pour eux représente pour lui quelque chose qu'il ne désire pas. Ces mots frappent fort chez Kanade, qui se souvient d'une phrase de sa mère. « Il ne faut jamais forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas. » Il se remémore également une conversation passée avec Kao, dans laquelle elle exprimait une idée similaire. Malgré les paroles de Kuta, les autres continuent de rire. Kuta, affecté, s'échappe de la pièce avec des larmes aux yeux. Dans le couloir, il rencontre Kazuo qui reste complètement absorbé en le voyant déguisé. Kuta laisse tomber un petit poème mièvre sur les fraises. Kazuo le ramasse, l'observe avec délicatesse et le garde comme s'il s'agissait d'une pièce inestimable. Il décide de le suivre et tombe sur Kajo à qui il confie sa confusion. Elle, sans détour, lui dit que ce qu'il ressent s'appelle être amoureux. Pendant qu'il l'écoute, Kajo ne peut s'empêcher de se rappeler le moment exact où elle est tombée amoureuse de Kanade. Kazuo est tellement bouleversé par l'expérience qu'il ne se demande même pas pourquoi les autres sont habillés en femme. Pendant ce temps, quelques filles de l'école espionnent de loin, essayant de confirmer les rumeurs qui circulent sur Kanade et sa supposée relation avec une fille, plus âgée. Mais leur enquête est interrompue par l'arrivée de Taga. En le voyant, les filles changent de cible et commencent à fantasmer sur les garçons plus âgés, oubliant la raison initiale de leur présence. Kajo est également intriguée par ce qui se passe, mais lorsqu'elle essaie de poser des questions, Kanade élude le sujet en disant que c'est une information classifiée. De son côté, Mafuyu désapprouve complètement que Kanade s'habille de cette manière. Elle considère que cela nuit à son image auprès de Shugo. Kanade, cherchant à comprendre comment réparer sa relation, lui demande ce qu'il faut faire quand on blesse quelqu'un. Mafuyu Woten répond clairement qu'il faut s'excuser et accepter la punition. Comme exemple, elle mentionne sa propre méthode, s'étouffer avec les sous-vêtements de Shugo comme punition symbolique. Son attitude reste troublante, même dans le chaos général. Cette nuit-là, Kanade rencontre Kajo pour discuter. Il lui dit que, comme pénitence pour l'avoir fait se sentir mal, il va faire tourner le cerceau hula hoop 200 fois. Son meilleur score jusqu'à présent a été de 175, et s'il parvient à dépasser les 200, il espère qu'elle lui pardonnera. Il commence avec détermination, faisant tourner le cerceau. Merci. Encore et encore. La tension monte à chaque tour. À mesure qu'il s'approche de sa limite, sa concentration est totale. Finalement, il atteint 187 tours avant que le cerceau ne tombe au sol. Bien qu'il ait battu son record personnel, il n'atteint pas l'objectif qu'il s'était fixé. Honteux de ne pas y être parvenu et convaincu qu'il ne mérite pas le pardon, Kanade dit à Kajo qu'il est temps de mettre fin à leur relation. Il le fait avec sérieux, avec la conviction que cela n'a pas été suffisant. Donc, la tentative de rédemption se termine par une rupture inattendue, marquée par l'échec d'une promesse absurde, mais ressentie du plus profond de son cœur d'enfant. Kajo ne peut pas accepter la proposition de Kanade. Il était si proche d'atteindre les 200 tours avec le hula hoop qu'il lui est incompréhensible qu'il veuille maintenant abandonner. Avec sincérité, il lui suggère qu'il peut arrondir le résultat, mais la phrase est mal interprétée par Kanade, qui imagine tout autre chose. Le mot arrondir le conduit à penser à un autre type de courbe, et il finit par fantasmer que Kajo a beaucoup de seins. Elle essaie de se concentrer sur l'essentiel. Elle lui dit qu'elle n'est pas prête à accepter une rupture, pas après avoir reconnu clairement ce qu'elle ressent pour lui. Kuta, qui était caché tout le temps en train d'espionner la scène, apparaît soudainement pour intervenir. Il dit à Kanade qu'il devrait au moins lui donner une dernière chance. De manière inattendue, la situation se transforme en une compétition de pierre-papier-ciseaux en 5 manches. Au milieu de la tension, Kajo gagne les 3 premières manches consécutivement. Pour eux deux, cela signifie que le lien est arrivé à sa fin. Kuta, en théorie, devrait être heureux de cette séparation. Il a toujours été amoureux de Kajo et,
Maintenant qu'elle et Kanade se sont mariés, Kanade, rompu. Il devrait ressentir de la satisfaction, mais en la voyant triste, vaincue, sans énergie, il ne peut pas trouver de joie dans ce résultat. Cette nuit-là, Kajo n'arrive pas à dormir. Elle espère que le lendemain, tout reviendra à la normale. Maintenant qu'elle a accepté l'amour qu'elle ressent pour Kanade, elle veut croire que les différences entre eux peuvent être surmontées. Elle sait qu'ils n'avancent pas au même rythme. Il est encore un enfant, tandis qu'elle a fait un pas de plus dans ses émotions. Mais elle pense qu'elle peut l'attendre, que cela en vaut la peine. Parce qu'elle continue de le voir comme quelqu'un de précieux, même avec son immaturité. Si demain il la salue à nouveau avec ce sourire habituel, peut-être que tout pourra être reconstruit. Cependant, la réalité n'est pas si simple. Le lendemain matin, Kanade commence à l'ignorer complètement. Il ne lui adresse pas la parole ni ne la regarde. Il est convaincu que, pour son propre bien, il vaut mieux qu'il ne maintienne aucun type de contact. Il pense que s'éloigner d'elle est la meilleure façon de la protéger. Taga observe attentivement l'attitude de Kanade et, comme à son habitude, lance un commentaire mordant. Il lui demande s'il suit aveuglément les conseils de sa mère et suggère qu'il développe peut-être un complexe d'Oedipe. Kanade ne le nie pas. Il pense que faire confiance aux paroles de quelqu'un qu'il aime profondément n'a rien de mal, même si cette personne n'est plus là. Kajo, confuse par le changement soudain, décide de suivre Kanade jusqu'à son école. De l'extérieur, elle l'observe pendant qu'il converse avec Yuki Fukaya, la même fille qui, quelques jours auparavant, lui avait laissé une lettre d'amour. Ils discutent tranquillement en attendant leurs amis. Bien qu'il n'y ait rien de compromettant dans la scène, Kajo ne peut s'empêcher de la mal interpréter. Elle pense que Kanade a trouvé quelqu'un d'autre, qu'il l'a déjà remplacé. La situation devient encore plus tendue lorsqu'un policier l'arrête. Il lui demande ce qu'elle fait et sa réponse, loin d'apaiser les soupçons, ne fait qu'aggraver les choses. Elle dit qu'elle est une lycéenne intéressée par un enfant de primaire. L'agent commence à l'interroger avec plus de sérieux et Kajo se rend compte qu'elle a atteint un point véritablement absurde. Ailleurs, le majordome de Kazuo apparaît de manière inattendue devant les garçons. Et quand je dis de manière inattendue, je veux dire qu'il tombe d'un hélicoptère. Il est inquiet car il a remarqué que Kazuo est distrait, oublie des choses, agit de manière étrange. Il pense que son jeune maître est tombé amoureux. Kanade et les autres décident de devenir détectives pour aider à résoudre le mystère. Après une série de déductions peu fondées, ils arrivent à une conclusion aussi insolite que typique d'eux. Ils pensent que Kazuo est tombé amoureux de Kaniko, la figure mythique qui, selon la légende scolaire, vit dans les toilettes. Quand il présente cette théorie à Kazuo, sa première réaction est une totale incrédulité. Il ne comprend pas comment ils peuvent penser qu'il est amoureux d'un fantôme des toilettes. Mais quand Kanade lui parle de sa propre rupture et de l'importance de ne pas laisser passer les occasions d'aimer, Kazuo commence à envisager la possibilité avec un certain sérieux. Kuta, visiblement nerveux, essaie de changer de sujet. Mais Taga, avec son insistance habituelle, le presse jusqu'à ce que finalement Kuta avoue la vérité. Il raconte que pendant l'activité de déguisement, Kazuo l'a confondu avec une fille. Depuis lors, il a été l'objet de son affection. Maintenant que la vérité a éclaté, Taga commence à élaborer en silence. Un plan qui, sans aucun doute, apportera des conséquences inattendues. Ce soir-là, le groupe décide de s'introduire dans l'école pour en savoir plus sur Kaniko. À leur arrivée, ils découvrent que la porte principale est fermée. Ils se demandent comment Kaniko fait pour entrer si elle n'a pas de clé. Taga, sans détour, répond que c'est un fantôme. La conclusion semble suffisante pour convaincre le groupe qu'ils doivent chercher une autre cible pour leur enquête. Juste à ce moment-là, un bruit dans les buissons les surprend. Tous s'enfuient le cœur battant, d'autant plus lorsqu'ils remarquent qu'un policier patrouille dans la zone. Le prétendu fantôme s'avère être Kajo, qui espionnait une fois de plus. C'est la deuxième fois dans la même journée qu'un officier l'arrête. Et son désespoir devient de plus en plus évident. Le lendemain, pendant le cours de homeroom, le groupe de garçons détourne l'attention du sujet scolaire vers une discussion absurde sur les fonctions corporelles. Ils parlent d'aller aux toilettes, échangent des idées insensées et la conversation se termine avec Taga, déclarant avec un sérieux total qu'il ne va jamais aux toilettes. Jamais. La journée commence comme une autre journée ordinaire. Avec une bataille de robots géants pilotée par nos héros, mais après que le robot de Kanade soit détruit, nous revenons au monde réel où l'enfant et ses amis ne sont vêtus que de boîtes en carton et Kanade gît sur le sol, vaincu, bien que sa défaite semble plus personnelle que d'habitude. La nuit précédente, Kajo est libérée de la capture policière par le père de Kanade, qui lui demande comment elle va ou comment elle s'est retrouvée dans de tels problèmes, mais elle préfère ne pas donner trop de détails. Ensuite,
nous voyons que l'héroïne est complètement abattue. La rupture avec Kanad a laissé une marque profonde sur son moral. Elle se montre tellement déconnectée de la réalité qu'elle ne perçoit pas la quantité de signaux qui lui parviennent depuis chez elle. Elle a plus de 80 appels manqués et plusieurs télégrammes accumulés. Son entourage immédiat a essayé de la contacter d'urgence, mais elle réagit à peine. Finalement, elle prend le téléphone et rappelle. De l'autre côté, elle n'entend qu'un gémissement étrange, un son guttural, indéfinissable, presque perturbant. Cependant, cela suffit. Elle n'a pas besoin de plus de mots pour comprendre ce qui se passe. C'est l'avertissement définitif. Elle doit rentrer chez elle. De l'autre côté de la ville, Kanad traverse également un moment compliqué. Il se montre éteint, sans énergie. Il ne parle plus comme avant, ni ne se comporte avec son enthousiasme habituel. Kazuo l'observe en silence et avec sa froideur analytique habituelle, conclut qu'il est malade d'amour. Le comportement de Kanad est celui de quelqu'un qui n'arrive pas à surmonter une absence significative. Il ne répond pas aux questions ni ne participe aux conversations. Son découragement est évident. Les enfants de Kazumi, en remarquant son état, proposent une solution peu orthodoxe. Ils décident de monter une ligne téléphonique d'aide pour enfants, une expérience improvisée qui leur permettrait d'une certaine manière d'aider Kanad à exprimer ce qu'il ressent. Le plan échappe rapidement à tout contrôle. Pendant les essais, Arashi commence à fantasmer rien qu'en écoutant la voix de Kazuo et se laisse emporter par une émotion qu'il n'arrive pas à contenir. La situation dégénère rapidement vers l'absurde, lorsque la conversation dérive en un débat insensé sur la douceur de la poitrine féminine. Après plusieurs détours, ils parviennent à recentrer l'idée originale. Kanad prend le téléphone, mais ne sait pas quoi dire. Taga, qui agit comme guide, lui suggère de dire la première chose qui lui vient à l'esprit. Kanad le fait, il avoue qu'il se sent seul, qu'il regrette de ne pas pouvoir raconter à Kajo toutes les choses stupides qui lui arrivent au cours de la journée. Il reconnaît que, bien que ce soit lui qui ait décidé de mettre fin à la relation, il ressent maintenant que le monde sans elle est un enfer. Ces mots provoquent un changement dans l'atmosphère. La conversation, qui a commencé comme une plaisanterie, se transforme en quelque chose de beaucoup plus profond. Taga, habitué au sarcasme et à l'ironie, ne sait pas comment gérer la charge émotionnelle du moment. Il décide de céder la responsabilité à Arashi, espérant qu'il pourra offrir un conseil sincère. Arashi lui répond que si c'est ce qui suit, il doit aller le dire en personne. Il ne doit rien garder pour lui. Kanad reçoit alors une nouvelle inattendue. Kajo n'est plus en ville. Elle est retournée chez elle. La distance entre eux ne l'arrête pas. Il décide qu'il ira la chercher. Il n'a pas de voiture, mais cela ne l'empêche pas. Il prévoit de faire le voyage à vélo. C'est 5 heures de trajet en voiture, une distance considérable, mais sa décision est prise. Ses amis, Tom, Jim et Joji, décident de l'accompagner également à vélo. Personne n'essaie de les arrêter, ils partent simplement. Le groupe avance en affrontant toutes sortes d'obstacles. Feux rouges interminables, pentes raides, passages de montagne. Malgré la fatigue, ils gardent le cap, mais l'usure commence à se faire sentir. Peu à peu, les vélos subissent des dommages. Les pneus se crèvent et l'avancée s'arrête. Quand il semble qu'ils ne pourront plus continuer, Taga apparaît. Il est dans sa voiture et dit qu'il passait par hasard dans la région. Sans poser beaucoup de questions, il propose d'emmener Kana pour le reste du chemin. Pendant ce temps, Kajo arrive chez lui. Le contraste avec les appartements Kazumi est évident. La maison semble négligée, comme si le temps s'était arrêté. À l'intérieur, il y a des poupées Kokeshi partout. La décoration est inquiétante et un rire étrange résonne dans l'air, générant une sensation de malaise difficile à ignorer. C'est comme si l'endroit lui-même reflétait son état émotionnel. De retour à l'école, pendant la période de homeroom, après les cours, les garçons s'engagent dans une autre conversation. Hors de propos. Ils parlent d'une théorie particulière. Si l'on pédale assez vite, le vent qui passe entre les mains peut donner l'impression de toucher la poitrine d'une femme. Arashi, toujours prêt à explorer ce genre d'idées, essaie de le démontrer, mais il perd rapidement le contrôle de la situation. La conversation dérive vers un autre de leurs délires, cette fois centré sur Kazuo. L'atmosphère est si absurde qu'il est difficile de croire que personne n'intervienne pour les arrêter. Le frère aîné de Kajo, Daikoku, revient d'Amérique. En trouvant la maison complètement vide, il panique, ce qui explique le grand nombre d'appels qu'il a passés en essayant de la localiser. Les poupées Kokeshi qui remplissent la maison sont ses créations, faites pour combattre la solitude pendant son absence. Selon lui, chacune représente une partie de Kajo. L'intention semble émotive, mais le résultat a un air inquiétant.
Quand Kajo lui demande directement pourquoi il est allé en Amérique, puisqu'il n'a jamais révélé ses motifs, même pas à ses parents, Daikoku évite de répondre et change rapidement de sujet. De son côté, Kanade profite d'un moment seul pour demander à Taga pourquoi il lui montre tant de considération. Taga explique qu'il a aussi perdu sa mère quand il était enfant et voir Kanade lui rappelle cette période vulnérable de sa vie. Quant à son comportement envers Kajo, il ajoute que son père s'est remarié avec une femme ayant une personnalité similaire à la sienne, quelque chose d'instable et difficile à gérer, ce qui pourrait expliquer son attitude. Quelque peu agressive, mais le comportement véritablement perturbateur est celui de Daikoku, qui, en secret, prélève des échantillons de la nourriture et des ustensiles que Kajo a touchés ou utilisés avec sa bouche. Il ne s'arrête pas là. Il recueille également l'eau de la baignoire où elle s'est baignée et ramasse même ses cheveux dans le drain. Son obsession atteint des niveaux alarmants. Le lendemain, Daikoku remarque qu'il y a quelque chose de différent dans le comportement de Kajo. Elle lui avoue qu'elle est amoureuse. La surprise s'intensifie lorsqu'elle lui raconte qu'elle a été rejetée. Daikoku ne peut concevoir que quelqu'un ait eu l'audace de rejeter sa sœur qu'il considère parfaite. À ce moment-là, Kanade et Taga apparaissent à la porte. Daikoku se réjouit que Kajo ne soit pas là, mais elle montre bientôt sa tête. Il devient immédiatement évident qu'il y a une tension entre le frère et l'ex-petite amie, ce qui mène à une sorte de confrontation. Cependant, au lieu de se disputer, tous décident de résoudre les choses en jouant à 1, 2, 3, soleil. Un jeu d'enfant pour un conflit qui, en théorie, est émotionnellement sérieux. La confusion de Daikoku grandit, en apprenant que Kanade n'est qu'un élève de primaire, d'autant plus lorsqu'il découvre qu'ils se sont déjà embrassés. La compétition se termine avec Taga comme gagnant. Au lieu de réclamer l'affection de Kajo, il demande un mouchoir utilisé par elle. Kanade le confronte alors et admet que, bien qu'il ait lui-même été celui qui l'a rejeté, il ne peut imaginer un monde sans sa présence. Ces mots suffisent à émouvoir Kajo, qui commence à se pencher à nouveau vers lui. Taga ne manque pas l'occasion de la critiquer, disant qu'elle se donne facilement. Kanade contre-attaque en argumentant que Taga n'a été présent tout ce temps que parce qu'il est aussi amoureux de Kajo. Cette révélation le fait admettre que peut-être ses provocations sont une forme déguisée d'affection. Cependant, Kajo sait faire la différence entre un sentiment authentique et une excuse pour continuer à l'embêter. Elle est bien consciente que Taga a simplement trouvé un nouveau jeu pour s'amuser à ses dépens. Malgré les interruptions constantes de Daikoku, qui continue de protester sans que personne ne lui prête vraiment attention, Kajo demande à parler seule avec Kanade. Elle lui dit qu'elle veut être avec lui à nouveau, mais pas comme avant. Ce qu'elle cherche maintenant, c'est une relation différente, avec de nouvelles règles. Ils parlent de montrer leur synchronisation comme une sorte de technique en équipe, une métaphore pour se référer à la façon dont ils veulent construire leur lien à partir de maintenant. Bien que leurs mots semblent simples, le message qu'ils transmettent est plus complexe qu'il n'y paraît. La scène finale les montre assis ensemble et Kanade décide de jouer une chanson pour Kajo avec son mélodion. La mélodie est maladroite et désaccordée, avec des paroles difficiles à déchiffrer. Il n'est pas clair s'il s'agit d'une chanson romantique, d'une excuse ou simplement d'une bêtise improvisée, mais d'une certaine manière, ce geste, aussi absurde qu'il puisse paraître, parvient à toucher le cœur de Kajo. Taga achète un crabe à Kanade, qu'il adopte comme animal de compagnie, et nomme Kaniko. Peut-être que Taga ressent une certaine culpabilité pour s'être trop impliqué dans la relation entre Kanade et Kajo. Un flashback révèle qu'à un moment donné, il leur a dit à tous les deux qu'ils sont encore des enfants, qu'ils sont loin d'atteindre la majorité légale et qu'ils ont encore le temps de trouver quelqu'un de mieux. Cependant, Kanade répond qu'il ne sait pas ce que signifie une meilleure femme et qu'il préfère rester avec Kajo. Ensuite, ils font tous les deux une promesse avec leurs petits doigts, de se marier à l'avenir. En revenant à Kasumi, Joji les accueille avec une nouvelle inattendue. Il se déroule une cérémonie de mariage pour Shugo. Kuta agit comme prêtre improvisé. Kanade fait irruption juste à temps pour déclarer son objection. Il pense que le fait que son père se marie avec Mafuyu est une trahison à la mémoire de sa mère. Mafuyu essaie de justifier la cérémonie en disant que c'est pour le bien de la famille. Cependant, quelqu'un fait remarquer à Kanade que son père est endormi, ce qui soulève la question de savoir si ce mariage peut avoir lieu sans son consentement. Kanade, déterminé à arrêter l'événement, lance Kaniko pour attaquer avec ce qu'il appelle ses armes spéciales. Mafuyu, de son côté, utilise Arashi et Kuta comme boucliers humains. Chiaki est celui qui parvient à interrompre le tout en lançant le crabe directement sur Mafuyu. Quand Shugo se réveille, il est désorienté et ne comprend pas bien ce qui se passe.
Mais il précise qu'il aime toujours sa défunte épouse et qu'il ne pense pas aimer quelqu'un d'autre. Plus. Ce geste émeut Arashi, qui commence à apprécier davantage Chiaki et Kajo, qui ressent la même chose pour Kanade. Tant de couples soudains font perdre son sang-froid à Kuta. Mafuyu, au milieu de la confusion, lance accidentellement le gâteau de mariage sur Kajo, la forçant à aller se laver. Kanade, voulant prendre soin de son crabe, décide de mettre Kaniko dans la baignoire. Il entre dans la salle de bain comme si de rien n'était, sans savoir que la personne à l'intérieur n'est pas Kajo, mais Daikoku. Après sa surprise, il laisse Kaniko dans l'eau et s'en va. Daikoku se retrouve piégé dans cette situation inconfortable. Kajo, pendant ce temps, est en train de se changer dans une autre pièce. Kanade entre sans frapper et commence à lui parler de quelque chose sans importance. Il ne se rend pas compte qu'elle est en sous-vêtements. Quand il finit de dire ce qu'il a à dire, il s'en va sans l'avoir remarqué. Kajo, bien qu'elle se sente d'abord embarrassée, décide de fermer la porte. Mais à cet instant, Taga. Le mélange d'émotions en elle devient accablant. Le lendemain matin, Kuta découvre qu'il a eu la malchance de partager le placard avec Daikoku, qui y a dormi pour une raison peu claire. Kanade, et pendant ce temps, cherche désespérément Kaniko et à son horreur, découvre que tout le monde est en train de manger le crabe. Une succession de flashbacks idéalisés montre des supposés bons moments entre lui et son animal de compagnie, bien qu'en réalité ils n'aient passé qu'une journée ensemble. Chiaki dit à tout le monde de se taire. Selon elle, les humains survivent grâce aux vies qu'ils consomment. Et il vaut mieux être mangé que gaspillé. Kanade reste triste à cause de la perte, ce qui pousse Daikoku à se demander si ce genre d'attitude est vraiment digne de l'amour de Kajo. Ensuite, il se moque de la confusion de Kanade, qui croyait avoir vu Kajo dans la salle de bain alors qu'en réalité c'était lui. Taga profite du moment pour lancer l'un de ses commentaires sarcastiques. Il insinue que peut-être Kanade n'a pas pu remarquer la différence à cause du corps de Kajo. Cette insinuation alimente l'insécurité de Kajo, qui commence à penser des choses insensées. Taga suggère qu'après l'avoir vue en sous-vêtements, Kanade ne la considère pas comme une femme. Ces mots blessent profondément Kajo, qui non seulement se met à pleurer, mais aussi s'énerve. À ce moment-là, son expression change et, sous un certain angle, son visage rappelle celui de l'infâme Yigoku Shugo. Kanade donne son parapluie à Kajo avant de courir vers sa maison sous la pluie. Mais Taga ne peut s'empêcher d'intervenir. Elle prend le parapluie de Kajo et lui donne le sien, avec l'excuse qu'elle ne veut pas attraper un virus si elle en a un. Puis elle revient sur ses pas pour espionner Kanade et le voit accompagné d'une fille nommée Sadako. Kanade, et surpris d'être découvert, demande à Taga de garder le secret, car il veut le raconter personnellement à Kajo. Pendant ce temps, Kajo, en fouillant dans quelques affaires de Kanade, trouve par inadvertance son journal secret. Le nom de Sadako, I, apparaît, accompagné d'une note mentionnant que sa mission la plus importante est de raconter cela un jour à Kajo. La situation s'aggrave lorsque Taga la surprend en train de lire le journal et n'hésite pas à la juger sévèrement. Kajo, se sentant coupable, essaie de parler avec Chiaki de ce qui s'est passé, mais Mafuyu interrompt la conversation. Kajo lui rappelle qu'il n'est pas en position de la critiquer, considérant qu'il a volé et utilisé les sous-vêtements des autres et garde toutes sortes d'objets que ses victimes jettent à la poubelle. Cependant, Mafuyu n'est pas la plus intrusive dans ce cas. Daikoku, le frère de Kajo, agit sans aucune réserve, faisant des choses devant elle, sans demander la permission ni montrer de la honte. Shugo découvre que le festival sportif de Kanade a lieu le lendemain, mais il a une réunion de l'association scolaire qui coïncide avec la date. En se demandant qui préparera le déjeuner de Kanade, Taga propose de l'accompagner, comme d'habitude. Il emmènera également le reste du groupe de Kazumi. Le jour de l'événement arrive et la compétition commence avec un avantage pour Kanade et ses amis plus âgés. Dans le jeu de lancer de balles, les garçons ont plus de portée, ce qui crée un malaise parmi les filles. En essayant de résoudre le différend, les balles tombent et l'équipe adverse gagne. Dans l'épreuve de tir à la corde, Jin ruine la motivation avec des commentaires totalement inappropriés sur la prostitution et la maternité. Les filles perdent l'intérêt et quittent le jeu, tenant les garçons responsables de la défaite. Pendant une pause, Yuki soigne une éraflure sur le genou de Kanade. Kajo, en les observant de loin, la confond avec Sadako. Taga, avec son intention habituelle de déranger, lui insinue qu'elle est jalouse d'une fille de primaire. Daikoku lui rend l'appareil verbalement, suggérant que peut-être celui qui est jaloux est Taga lui-même. À ce moment-là, ils annoncent la course des objets perdus. Kuta, comme d'habitude, est forcé de participer à cause de Taga, qui l'appelle son esclave, le plus vierge de tous ceux de Kazumi.
Kuta a la malchance de devoir se déguiser en femme. Il n'y a qu'un seul ensemble disponible, Gracieuseté d'Arashi, destiné à l'origine à sa poupée Ren-Ren. Alors qu'il avance dans la course, il croise Kazuo, qui croit que Kaniko est revenu dans sa vie. Kuta continue, ignorant les supplications de Kazuo qui tente de l'arrêter, en croyant qu'il s'agit de son amour fantomatique. Pour la course à 3 jambes, Kanade fait équipe avec Kajo. Elle lui promet que s'il gagne, elle lui donnera un baiser. Ils parviennent finalement à la victoire. Et quand Kanade lui demande de parler en privé, Kajo en profite pour s'excuser d'avoir lu son journal. Puis, avec un ton plus sérieux, elle lui demande qui est Sadako. Il lui demande de fermer les yeux. Elle suppose qu'il essaiera de tout couvrir avec un baiser, mais ce qu'elle ressent sur ses lèvres n'est pas ce qu'elle attend. En ouvrant les yeux, elle se retrouve face à un chien. Pas n'importe lequel, mais un avec un visage humain et des cheveux. Sadako est cette créature. Kanade explique qu'il attendait le bon moment pour la présenter, car elle s'agite beaucoup quand elle a faim. Juste au moment où il semble que tout revient à la normale. Entre eux, Kanade s'éloigne de Kajo, lui dit qu'il ne veut pas qu'elle le touche et qu'ils ne peuvent pas continuer ensemble. Une déclaration inattendue et douloureuse qui met en pause toute possibilité de réconciliation. Ce retournement soudain laisse Kajo Sumida dans l'incertitude, dans une fin d'épisode qui marque le ton pour le dernier volet. Comme s'il n'y avait pas assez de scènes romantiques entre Kanade et Kajo, cette fois, la dynamique entre eux prend un tournant presque onirique. Kanade est dépeint comme un galant romantique, tandis que Kajo est complètement captivée par chacun de ses gestes. Quand elle dit « je t'aime » en se référant à l'algue marine qu'elle mange, il interprète mal les mots comme une confession directe, ce qui la laisse visiblement embarrassée. Plus tard, alors qu'il s'abrite d'une tempête à un arrêt de bus, Kanade la protège des éclairs et ensuite à l'infirmerie, il lui bande la cheville foulée avec une délicatesse totale. La situation devient encore plus absurde lorsque Kanade affronte Taga dans une bataille de patinage. Ce qui commence comme une compétition physique se transforme rapidement en une séquence surréaliste, où les mouvements des deux atteignent des niveaux ridicules. Ils dansent, tournent, et, à force de tant d'énergie, des bonbons commencent à sortir de leurs aisselles. Malgré l'insolite, Kanade parvient à gagner. Cette même nuit, Kanade révèle un secret à Kajo. Il lui confesse qu'il est en réalité une idole très populaire, et que Shugo agit comme son manager. La nouvelle laisse Kajo avec des sentiments partagés. Elle pensait être la seule fille spéciale pour lui, mais elle découvre maintenant que beaucoup d'autres l'admirent et soupirent pour lui. Kanade pratique avec elle une scène de baiser dramatique en lui embrassant la main. Bien qu'il la surprenne avec ses gestes soudains, tout s'équilibre quand il lui demande formellement d'être sa petite amie et lui donne un vrai baiser. Mais vient le moment de quitter ce rêve éveillé. Kanade, dans un mélange de drame enfantin et de croyances absurdes, annonce qu'il ne peut plus être avec Kajo parce qu'il a été mordu par Sadako. Et il croit qu'il va se transformer en chien obligé de l'épouser. Tandis que les autres enfants le croient et pleurent pour la situation, Kajo reste sceptique. Taga intervient pour clarifier que Sadako n'est pas un chien avec un visage humain, mais simplement un chien laid. Il a déjà reçu tous les vaccins, donc Kanade est en sécurité. Au milieu du soulagement général, quelque chose commence à déborder à l'intérieur de Kajo. Une rage accumulée fait surface de manière explosive. Avec une expression complètement différente de l'habituelle, elle commence à décharger toute sa frustration. Elle mentionne une longue liste de situations absurdes qu'elle a dû supporter à cause de l'immaturité de Kanade. Le discours monte en intensité lorsqu'elle commence à introduire des mots scatologiques dans ses phrases. C'est un moment de catharsis inattendu qui laisse tout le monde en silence. Kanade, loin de se sentir offensée, éclate de rire, à la façon dont Kajo prononce ces mots. Cela la ramène à elle-même, embarrassée, mais le mal est déjà fait. Ses camarades commencent à l'appeler par des surnoms liés à ces mots, inappropriés. Néanmoins, le festival sportif continue et l'équipe de Kanade finit par gagner. De retour à Kasumi, ils célèbrent avec un barbecue qui est également rempli de blagues dans la même veine, vulgaire. Pendant le repas, Kanade explique comment il a trouvé Sadako abandonnée et a décidé de l'adopter parce qu'elle lui rappelait Kajo. Elle ne sait pas si elle doit le prendre comme un geste tendre ou une offense directe puisqu'il la compare à un chien. Pour clore la journée, Kanade remet à Kajo sa médaille gagnante et la serre dans ses bras. Mais le moment est caché lorsque Sadako marina juste au pied de Kajo. Ils découvrent immédiatement que le chien est un mâle. Kanade admet qu'il le savait depuis le début et que le suffixe Kao dans son nom ne se réfère pas à quelque chose de féminin, mais à une abréviation de coq, Kajo, épuisée par tout ce qu'elle a vécu. Elle ne réagit plus.
Pour le dernier segment de la classe, les garçons débattent avec enthousiasme sur qui prendra soin de Kanade comme s'il était leur animal de compagnie. Tous veulent s'occuper de lui, comme s'il s'agissait d'un chiot. Heureusement, Kaio décide de ne pas s'impliquer dans ce genre de situation. Et il reste à l'écart. Et ainsi cela se termine. Hatsukoi Monster, une histoire qui a commencé par une confession innocente et s'est terminée avec des chiens urinant lors de cérémonies scolaires, des garçons déguisés, des frères, des éléments perturbateurs et des baisers dont on ne sait pas s'ils étaient romantiques ou faisaient partie d'un sketch. Kanade et Kajo ne sont pas un couple conventionnel, mais si cette série prouve quelque chose, c'est que l'amour, aussi étrange soit-il, trouve ses propres règles.